Et la grippe puissante, ça sert pas à grand chose, à vrai dire. Probablement pas. En bras de fer, ça sert pas. Je voudrais te remercier d'être venu et j'ai un cadeau pour toi. Merci. Tiens. Ben, c'est bien. Ouais. Je vais enlever le cadre et on fera des fléchettes dessus. Tiens. Bon, à l'inverse, là, je l'ai trouvé un peu prudent, ce livre, quand même. Je sais pas si c'est toi ou C'est Gundil, mais c'est un peu prudent, quoi. Et Gundil, il fait de la musculation. Attention, descendez pas les marches en excentrique, quoi. Le maître, il a des grandes jambes, sûrement issu d'une lignée de buveurs de lait, tu vois. Nordique, un peu, il est blond, tu vois. Grand bassin, mais il a quand même des gros mollets, ça va moins bien rebondir. Allez, vous avez compris qui est mon invité aujourd'hui, c'est l'inénarrable Fred Delavier. Et oui, il va venir, il a, comme d'habitude, pas gardé sa langue dans sa poche. Je vais vous dire qu'on s'est marré, vous allez vous marrer aussi. Restez bien avec nous jusqu'au bout de l'épisode. Il vous sort des doses, vous n'êtes pas prêts du tout. On parle du grip, de son évolution depuis l'Australopithèque vers l'homme moderne et sa main complexe. Et là, on part vers l'évolution, la comparaison, le haut niveau entre les blancs, les noirs, les différentes catégories socio-pro, les différentes catégories culturelles. Est-ce que les blancs savent sauter? C'est la réponse dans l'épisode. Ouais. Attends, je me place, c'est bien. Attends, rien, pas de poil dans le nez, la barbe est bien placée. C'est magnifique. T'as un poil coupé. Voilà, t'as montre. Voilà, attends, il faut juste égaliser. Blanc. Allez, c'est parti. Je reçois l'inénarrable, l'indomptable Fred Delavier. Le voilà. Salut à toi, mon ami. Et il est venu avec son poncho. Je suis content parce que je l'ai vu dans la vidéo que tu as fait l'autre jour avec Diabaté et comment il s'appelle? Gong et Fred et Daniel. Ah putain, qu'est-ce que c'était drôle. Allez voir cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Hors de contrôle. J'ai vu cette chemise, j'ai dit j'espère qu'il l'amènera. Et tu l'as amené parce que ça, forcément, c'est directement 200 000 vues de plus. Ouais, et 49 €. Tu vois, c'est comme quoi. Bon, t'es en forme? Ça va, il fait chaud quand même. Là, c'est canicule. Hein. Ah là, on tourne en pleine canicule. Et il n'a pas de climatisation. On n'a pas de climatisation. Non. Ça, c'est pour les lâches et les fragiles. Nous, on travaille à l'ancienne. Moi, j'aime bien la clim, j'aime bien le luxe. Je m'y habitue précisément. On s'y fait vite. Bon, tu t'entraînes, mon Fred? T'as l'air en pleine forme. Ah oui, je m'entraîne. J'ai progressé. Là, je suis content. J'ai fait mon petit soulevé de terre. Attends, quel âge t'as maintenant? 58 ans. 58 ans. 58 ans. La soixantaine qui arrive. La soixantaine qui arrive. Et on est là, quoi. Ah bah oui, ça va. Je voyage un peu moins. J'ai moins de problèmes, on va dire, à régler, famille et autres. Ce qui est normal. À chaque fois qu'on a une famille, on a des problèmes. Hein. Ça va avec, mais bon, on aime. Et donc du coup, je m'entraîne cool et puis je progresse. Après avoir régressé, je reprogresse. Tu fais quoi, de la force athlétique Oh non, je fais une petite séance de soulevé de terre. Là, j'ai passé à 220 sans ceinture, j'étais content. Attends, c'est bien, ouais. Et je me dis, cet hiver, je pourrais me passer mon 240, un petit vieux. Un bon objectif. Ouais, sans produit naturel, en s'amusant, quoi. Ah ouais, c'est beau quand même. J'étais remonté au coucher, c'est mon point faible, j'avais été blessé un pec. Donc, qu'est-ce que t'as eu? J'ai eu, sur des mouvements de crossfit, un peu d'hydratation, je me suis arraché le bas de pec. Ah ouais? Ça se voit pas trop parce que c'est des films, mais ça m'avait déstabilisé complètement, j'avais perdu pas mal de force. Petite désinsertion Désinsertion, arrachement du muscle sur le tendon. Ah oui. Ça se remet pas. À la Stallone. Moins quand même. Moins quand même. Parce que lui, il a un beau trou. Hein. C'est un paquet comme ça qui est parti, tu vois là. Ouais, il a un beau trou. Tiens, on va essayer de vous trouver une image de Stallone. Ah non, lui, il a fait plus grand. Bon, je suis revenu après. Bon, je suis pas super fort, mais bon, ça va. J'ai arrivé à me taper en série 115 par 5 à la claque. C'est toi qui l'aimais, les claques d'habitude. C'est mon point faible. Par contre, les tractions augmentées, le biceps a augmenté. Ok. Donc, je suis content. Ah, c'est bien, attends. J'ai jamais été aussi fort au biceps et en traction que maintenant. Pourtant, je suis lourd et vieux. T'as déjà essayé de faire un peu de strict curl? Je pourrais en faire. Mais t'as jamais trop testé tes max, tout ça? Quand j'ai été jeune, je faisais des trucs trichés. J'avais du relevé de barre, je prenais la barre, je faisais de la série à 100. Ouais. Pour m'amuser, j'étais déjà monté à 110 comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais, mais t'avais des gros bras, toi. Enfin, t'as toujours des gros bras. Toujours des gros bras. Avec un mouvement de bassin. Mais t'avais des très gros bras quand on s'est rencontrés. J'en ai encore des gros bras. Ça se voit pas parce que je te les montre pas. C'est à cause de ta chemise. Non, t'as toujours des gros bras. J'ai toujours des gros bras, mais j'ai surtout un biceps et un brachial qu'on voit pas d'extérieur. Je me rappelle que ça m'avait marqué la première fois que je t'ai vu, t'avais des vraiment gros bras. Ben, j'ai encore des gros bras. J'ai 44 là et 45 là. C'est bon. C'est les gros bras. Puis pas si gras que ça, tu vois. C'est des parties qui sont moins grasses que les autres chez moi. Le ventre un peu grassouillé, la hanche aussi. Tu fais encore, je me rappelle que tu faisais des séries de traction j'en fais encore. Ah ouais, j'en fais encore. Ça reste une passion, la traction? Non, c'est parce que j'arrive à les faire facilement. Une question de morpho. Hein.
Donc, on peut épater les jeunes en faisant des tractions. Alors, j'ai vu que là, il y avait un Coréen qui en avait fait en 24 heures 11 000 et quelques, le truc. Ça fait beaucoup, ça. Hein. Je sais pas comment il fait pour pas avoir d'accumulation de pas avoir de crampes, tu vois. Crampes, ouais, juste à un moment donné de tétanie, quoi. Tétanie, quoi. Ouais. Je sais pas comment ils font, les mecs. Alors, justement, qui dit traction dit saisie. Moi, j'aime bien, en fait, là, je voulais vraiment t'inviter pour parler de plein de trucs. Il faut à un moment donné qu'on choisisse. Donc, j'aimerais bien qu'on parle un peu des qualités de force un peu oubliées et sous-cotées, tu vois, notamment les qualités de saisie, les qualités d'appui, tu vois, deux qualités auxquelles je suis très attaché. Sur les avant-bras. Et là, du coup, bah, forcément, on en revient à parler, des avant-bras, de la qualité de saisie. C'est très à la mode. Des aptitudes, des prédispositions, peut-être même. Ouais, après, c'est très à la mode avec le bras de fer, tu vois, qui est en train de monter, et il faut bien penser que tous les types, les champions de bras de fer, ils ont quand même vraiment bien modifié l'entraînement des avant-bras, qui avait été un peu abandonné, même pas abandonné, qui avait pas été travaillé. On n'était pas allé au fond des choses, il n'y avait pas eu l'occasion. Avec la muscu, même avec les autres sports. Alors, les types qui faisaient de la varap travaillaient la grippe au niveau des... La pince. C'est la même force. C'est surtout la grippe, le maintien par le bout de doigt, mais ça n'a rien à voir. Mais les types du bras de fer ont créé beaucoup de protocoles pour faire la pronation, la supination et un peu la flexion. Bon, la flexion, après, on connaît, hein, c'est les trucs de grippe, faire rouler les barres. Et après, il y a tous les pronateurs, supinateurs. Ça t'est mis en place par les types du bras de fer qui ont vraiment fait évoluer la musculation de ce côté-là. Puis c'est une musculation qui peut être utilisée dans la prévention des blessures. Puisque quand tu travailles les pronateurs, les supinateurs, tu solidifies bien le radius ulna, tu vois, puisque tu as le carré pronateur ici, un petit muscle carré, on voit pas, mais il est très important, et ça se travaille. Tu as le rond pronateur, et tout ça permet d'éviter des mouvements parasites qui peuvent générer à la longue des douleurs de poignet. Et ce que je t'avais dit, on discutait avant, c'est que il y a des tests qui ont été faits, les mecs qui ont des gros avant-bras, souvent, c'est les Nordiques. Ils ont des gros avant-bras, pas parce il faut être plus fort, hein, c'est des adaptations au froid. Puis il y a des tests qui avaient été faits, les études le disent. Hein. Les études disent que c'est la mode. Hein. Ils font chier, mais bon, c'est une étude qui était sympa, qui avait fait des études sur les ethnies, et les afro-descendants ont en général moins de force de saisie que les Européens, Européens du Nord, tout ça, parce que c'est des tests qui ont été faits, je crois que c'était aux États-Unis. Des Asiatiques aussi, mais les types les Européens en général ont plus de force de pression, c'est les petits appareils où on calcule la pression, que les Africains. Alors ça vient pas du fait qu'il faut être fort dans la fermeture des mains. En Europe, ça n'a pas d'utilité vraiment importante. C'est surtout que les muscles de l'avant-bras, ça permet quand tu as des gros avant-bras, de maintenir la chaleur et puis aussi d'en produire. Hein. C'est marrant, tu prends comme angle d'attaque du coup la partie calorifique vraiment. C'est la thermorégulation. La thermorégulation. La première pression sélective quand tu as un Africain qui arrive au nord, on est tous issus d'Afrique. Hein. En tout cas, c'est l'homme est parti d'Afrique. Il est parti d'Afrique. Les préhumains, on suppose, c'est peut-être en Asie aussi. Puis on a les orang-outans qui ont de commun. Mais le départ qui fait vraiment l'humanité, c'est en savane avec les australopithèques. Et puis après ça, il y a une branche qui va donner habilis, erectus. Et puis on a des types qui montent au nord. Puis on a des sapiens qui restent en Afrique, et puis des types qui montent au nord, ils font les néandertaliens, tout ça, des nisoviens qui passent à l'est, et tous ces mecs-là, les premiers qui sont montés, c'est quand même l'humanité, parce qu'après ils sont remétissés avec les sapiens qui sont partis plus tard, la grande vague qui est venue après, hein, et ils sont quand même remétissés, c'est les grandes études de ces Svante Pabo qui avaient trouvé ça, ils ont eu des pressions sélectives énormes à cause du froid, et il faut produire de la chaleur. Ils sont arrivés avec quand même des connaissances relativement rudimentaires sur les habits, et au début même pas une bonne maîtrise du feu, maîtriser un peu mais pas top, donc énorme casse humaine pour pouvoir avoir les types par sélection génétique les mieux adaptés. Donc tout de suite les mecs ont pris des avant-bras, des mollets. Oui, c'est ce que j'allais dire, donc du coup par extension les mollets aussi, toutes les extrémités pour produire de la chaleur pendant les déplacements, et les avant-bras pareil pour produire de la chaleur pour pouvoir irriguer les mains, quand tu as un climat
très froid, ils vont pas s'amuser à faire des moufles. Hein. Donc selon toi, c'est pas lié au tir à la corde qui prédominerait en Europe du Nord. La première pression sélective, c'est le froid. Et les Européens qui passent là-bas, se mélangent un peu avec des Néandertals. On voit qu'il y a d'autres mecs, des Denisova, il y a l'homme dragon, là, il y en avait un, je sais plus comment il s'appelle. On s'aperçoit qu'il y a plein de souches humaines qui sont isolées, qui ont refait des métissages après. Hein. On est isolation, métissage. Et on va générer des adaptations, soit par sélection, soit par remétissage avec ceux qui étaient là avant, hein, pour faire des bons avant-bras qui permettent de produire de la chaleur. Quand tu as des gros avant-bras et le muscle se contracte, ça va produire 30% de mouvement, hein, dans la fibre, hein, je parle. Hein. La fibre pour 70% de chaleur. En réalité, c'est de l'agitation moléculaire, c'est-à-dire que tu as 30% qui part en agitation, en mouvement moléculaire ordonné, donc la contraction musculaire, hein, et puis et 70% d'énergie qui va partir en chaleur, donc en agitation moléculaire désordonnée, hein, qui va se disperser par homéostasie, mais produire aussi de la chaleur. Tu vois, c'est permettre de maintenir l'organisme à bonne température pour réagir. Alors c'est marrant parce que on raisonne toujours et pas gelé. On raisonne toujours un peu dans notre axe, tu vois, Europe du Nord, Europe. Ouais. Afrique, ouais. Et puis ça part un peu vers l'ouest, vers les États-Unis. Et puis on va beaucoup moins vers l'est en Asie, où il y a pourtant aussi tous les climats qui sont représentés. Ouais. Est-ce qu'on observe aussi ce genre de choses-là, toi qui promène un peu partout et je promène pas partout, qui côtoie des populations de pratiquants de muscles variés. Ouais. Bah oui, puisque bon, je vis à l'est et puis j'ai souvent à Paris, puis à Paris, en France, j'ai quelques fois à Paris, il y a quand même, on voit plein de types ethniques adaptés à des climats différents, c'est intéressant. Et quand on est dans les vestiaires et qu'on voit ces beaux hommes se dénuder, on s'aperçoit qu'ils ont quand même des types musculaires différents, des types graisseux différents. Et tout ça, c'est la merveilleuse diversité humaine qui était à la base faite pour s'adapter à des milieux différents. Tu vois, c'est intéressant. Et il y a toujours des pressions. La première chose, c'est le climat, hein, à la base, hein. Et la chaleur. Et alors, ou le froid. Je sais pas si tu sais me répondre à ça, mais on a envie de se dire, mais est-ce qu'il y a une adaptation réversible possible à quelle échéance? Tu vois, je reprends mon exemple un peu farfelu du tir à la corde ou du grimpé de corde. Non, oui, bien sûr. Imaginons que demain, tous ces gens inadaptés au froid, on leur fasse faire que du grimpé de corde. On a quand même de la technologie qui permet de compenser, et des médicaments aussi, des compléments alimentaires. On sait par exemple les Africains au nord vont avoir des fois des carences en vitamine D à cause du manque de luminosité, ou vont pas assez transpirer. Hein, c'est un problème. Donc connaître nos différences, c'est pas pour créer des supériorités et des infériorités, c'est pour éviter des problèmes aux gens. Tu vois, tu regardes les Africains. On a des métabolismes différents. On a des métabolismes. Tu regardes les Africains, tu les connais, hein. Quand ils ont des problèmes avec ils transpirent pas quand il fait froid. Tu vois, et ça leur pose un problème. Ils peuvent faire de la rétention d'eau, de l'hypertension hydrique. À cause de ça. Donc tu les vois souvent, ils aiment aller au sauna l'hiver. On les voit, tu vois, Green qui aiment bien se couvrir à fond, mais c'est parce qu'il faut qu'ils évacuent l'eau, ils se sentent bien, tu vois. Et parce qu'ils transpirent pas assez, tu vois. Et en plus, quand ils transpirent pas assez, ils sont faits pour transpirer. Les types, ils vont avoir des problèmes de peau. Tu sais, cette peau sèche, un peu qui squame, tu vois, un peu blanche. Bah, comme ils transpirent plus, normalement ils ont une transpiration avec dedans les glandes sébacées qui vont produire un peu pour éviter que la peau se déshydrate trop. Et s'ils transpirent pas, ben eux ils ont pas assez de graisse. Alors on les voit qui se coupent de l'huile de coco, de trucs, de machin, parce qu'ils ont ces problèmes. Mais si tu leur dis pas, alors maintenant ils le savent, tu vois, mais ça pose des problèmes parce que c'est d'adaptation au chaud, tu vois. Donc il faut tout. En plus la vitamine D, t'imagines le mec. Il est tout noir, nous on a blanchi, nos ancêtres ont blanchi pour pouvoir synthétiser plus de vitamine D. Eux, vont faire des carences, tu vois. Et alors pour revenir un peu sur notre histoire de saisie, donc quand même un des éléments clés, c'est quand même ce format de main qu'on a développé au fil du temps. Je sais que t'aimes bien parler de ça. D'évolution, parce que j'ai Julien Benoît qui est un très bon. Bon, moi, c'est un des meilleurs, c'est de la vulgarisation de haut niveau en paléontologie. Il a une chaîne, allez voir Entracte Science, c'est vraiment, si vous êtes passionné de paléontologie, c'est la meilleure, il est drôle.
il est vulgaire maintenant, et je me marre quand je l'écoute. Et lui, il est en Afrique du Sud, et ils ont la chance d'avoir les os de Célibat, c'est ça, de Célibat, qui est un australopithèque tardif. Donc ils ont fait la reconstitution avec deux australopithèques d'un australopithèque. Donc c'est un australopithèque qui est sûrement très proche de la jonction australopithèque habilis, les premiers humains, tu vois. Donc on voit des caractères simiesques qui restent et des caractères humains. Et alors, comme j'ai eu la chance d'avoir accès à ces magnifiques reconstitutions, il a pris l'escalier, alors je sais plus si c'est en bas ou en haut, pour les photographier. Pour moi, la reconstitution en pied, puis moi j'avais quand même les images des os en haute def, tu vois, on les trouve sur les sites. Donc j'ai pu reconstituer musculairement Célibat, et puis tu reconstitues le corps et tu t'aperçois de trucs fabuleux quand tu t'amuses à tracer les os, d'après les os, les muscles, et tu peux reconstruire la vie et son mode de vie. Et là tu t'aperçois que l'homme, il a évolué vers la saisie en vérité, et pas la prise en crochet des singes. Classique des grands primates, c'est-à-dire que quand tu vois un chimpanzé ou un gorille, il a des petits pouces, tu sais, et il a des crochets, des grandes mains qui se mettent en crochet, comme il a le fléchisseur des doigts courts, donc pour étendre les doigts, il est obligé de fléchir le poignet pour manger, tu vois, on les voit manger comme ça, ils amènent tout à la bouche comme ça, et quand ils veulent tendre le bras, donc tendre le poignet pour accrocher une branche, il lève, et à ce moment-là, tu vois, il tend les doigts, et là, la main se remet en crochet. Se remet en crochet automatiquement, ils n'ont pas à forcer quand ils sont dans les arbres, donc ils tiennent automatiquement, tu vois, parce que le fléchisseur est court. Donc, ils ont quand même des gros avant-bras pour maintenir la prise, mais ils ont pas, mais ces grands crochets, ils ont un petit pouce, et et s'ils peuvent accrocher comme ça, et grimper grimper dans les arbres, et se maintenir avec une certaine sécurité, ils peuvent pas saisir des bâtons facilement, puisque regarde, t'as les mains comme ça, comment tu veux faire avec un tout petit pouce atrophié, faire la prise pour tenir un bâton et taper plusieurs fois sans que celui-ci t'échappe des mains. Alors ils peuvent taper une fois, hein, ils peuvent taper de haut en bas très fort comme ils grimpent, hein, ils ont pas le même système nerveux que nous. C'est pas du tout la même chose. Les meilleures études là-dessus, ça a été fait par les étudiants d'Harvard. Tu vois, c'est des gamins ils sont formidables. C'est les meilleures études en primatologie que j'ai vues. Donc eux, ils peuvent pas. Et quand tu regardes Célibat, tu vois, tu t'aperçois qu'il est resté, il est un bipède, il marche bipède, comme un homme, il a des jambes assez proches des humains, je pourrais en parler, mais on va parler donc il marche, il court pas bien, mais il marche très bien, il est verticalisé, il a un gros système digestif parce qu'il mange encore des plantes, mais il prend aussi un peu de nourriture animale, tu vois, ça permet aux femelles de survivre parce qu'elles peuvent plus s'éloigner des arbres à cause des prédateurs, tu vois, ça modifie même la façon de vivre, ça crée une humanité avec les hommes qui vont chercher l'énergie pour les femmes qui restent près des arbres, mais ils ont conservé tout un haut de chimpanzés, c'est-à-dire ils sont extrêmement musculaires, ils ont des grosses épaules, ils ont une très bonne circonduction des bras, tu vois, donc ils peuvent encore grimper aux arbres, ils sont faits pour tirer très puissamment dans les arbres, d'ailleurs grimper pour fuir les prédateurs en général, hein, parce qu'il y a beaucoup de fauves en forêt, mais ils ont des mains humaines. Alors tu te dis merde, ils ont des mains humaines, ils vont se péter la gueule dans les arbres. Oui, ils vont se péter la gueule dans les arbres. C'est-à-dire qu'ils grimpent très bien, mais le taux de mortalité par chute va augmenter. Et quand tu le sais, parce que c'est de la biomécanique de base. Tu vois, j'ai pas besoin d'avoir des études scientifiques. La mécanique, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Si tu veux, tu vois, c'est une base. Donc ils grimpent facilement dans les arbres, ils se tractent facilement, mais ils tiennent moins bien parce qu'ils le tiennent qu'avec la résistance des poignets, des gros avant-bras. Ce que j'allais dire, une des explications qu'on pourrait trouver pour le fait qu'ils ne tombent pas, c'est qu'ils sont encore plus forts. Alors, ils sont encore plus forts des avant-bras, mais ils tombent quand même. Et ça augmente la chute. Et tu dis, mais bon, pourquoi les mains se sont transformées comme ça? C'est si dangereux. Elles se sont transformées comme ça parce que les mâles, ils partent au sol pour aller chercher la nourriture carnée. Il n'y a pas d'arbres. Et ils ont besoin de se défendre des prédateurs. Donc, quand tu as un pouce qui grandit, des doigts qui rétrécissent, tu perds le crochet, tu peux faire la prise. Et là, tu continues à grimper, t'es très fort, tu mets un bâton ou un bout de fémur. Je peux te dire que quand tu as un prédateur qui t'approche et tu as une dizaine de petits mâles, c'est petits mâles, mais très musculaires, hein, comme des chimpanzés, hein, qui tapent,
verticalement, c'est terrifiant. Et ça te pète un prédateur de taille moyenne. Et même un lion, ça peut lui dire, je vais pas revenir, il risque de perdre un œil, un nez, il va pas réfléchir, mais il sait que c'est dangereux. Ça devient dangereux. Donc, ils vont, grâce à cette prise, elle est pas faite à la base pour faire des outils. Elle est faite pour prendre une branche, la choisir, bien sûr, hein, et assurer son déplacement dans la savane où il y a beaucoup de prédateurs. Donc, c'est marrant de voir ça. Mais en contrepartie, ça veut dire que... Mais en contrepartie, moins agile dans les arbres. Mais en contrepartie, moins agile dans les arbres, donc ils perdent beaucoup. Ils en perdent pas mal par les chutes, qui meurent et qui se blessent. Ça augmente la probabilité de mourir. Mais la sécurité qu'ils ont au sol est tellement grande qu'ils finissent par même plus avoir besoin de grimper dans les arbres. À cause de ce point qui se ferme. Et ce point qui se ferme, qui après, permet de faire des outils d'une grande précision. Tu vois, c'est assez formidable à voir comment ça a évolué. Et c'est vraiment cette main, hein, qui est une main humaine, qui permet de faire des outils, qui permet d'indiquer des directions, et qui s'est d'abord transformée en point fermé de la lutte, hein, pour ne pas mourir au sol, en savane. Et ça, c'est vraiment marrant à voir quand tu regardes un squelette d'Australopithèque. Alors on peut imaginer à quel point c'est central quand on regarde aujourd'hui à quel point la saisie, le grip, hein, faut parler anglais maintenant, est liée, est corrélée à quasiment tout. C'est-à-dire que la taille des mains aussi. On le corrèle au vieillissement, on le corrèle à la masse musculaire, c'est-à-dire que oui, j'ai vu les études sur le vieillissement. Ouais. Si tu perds, je sais plus ce que c'est, il faudrait que je regarde les papiers, mais si tu perds, mettons, 2% de saisie, alors ça équivaut à X% de masse musculaire. Si tu maintiens un niveau de force de saisie suffisamment élevé, alors ça veut dire qu'en fait ton niveau de force globale est maintenu à tel niveau, surtout passé tel âge. On s'en sert pour monitorer l'hypertension, on s'en sert pour monitorer le surmenage, la fatigue des athlètes, des sportifs de haut niveau. On s'en sert pour plein de choses. En fait, on se rend compte que le grip, c'est corrélé quasiment à tout. Est-ce que de ton point de vue, alors, attention, c'est justifié? C'est pas parce que tu travailles le grip et que tu augmentes ton grip que tu vas pas être malade. C'est juste parce que... C'est pas ce qu'on est en train de dire. Ouais. C'est juste que parce que les mecs ils vont dire bon pour pas vieillir j'ai travaillé mon grip et je dis mais non ça marche pas comme ça. C'est juste l'indicateur qui nous permet de... C'est-à-dire que quand t'es fatigué, t'arrives à voir une différence de grip d'un individu à l'autre. Mais attention, il y a des trucs à prendre en compte. Sûr, ouais. Moi, tu me fais prendre un grip. Moi, j'ai des petits doigts. Les machines sont pas adaptées. Donc, j'ai un mauvais grip. J'ai un grip de mec mauvais malade. Mais moi, je prends des grosses barres où je fais des tractions, je lâche jamais. Super important ce que tu dis parce que souvent les dynamomètres dans les centres sport santé, ils sont homogènes en diamètre. Et du coup, effectivement, celui qui est le plus fort en grip, c'est celui qui a la plus grande main. Celui qui a la plus grande main. Ce qui est ridicule. Eh oui. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, tu peux avoir il faudrait 3-4 grips différents avec différentes tailles. Bah oui, adapté. Tu prends ton grip sur ces phalanges-là et pas sur le bout parce que tu auras un mauvais levier. Il y a des leviers et ça joue aussi sur les leviers. Donc tout ça c'est biaisé. Il faut faire vraiment très attention. Mais c'est évident que quand un mec est fatigué ou il est malade, il va avoir moins de force musculaire. Et tu vas pas lui faire des squats, tu vas faire un grip. Et là, tu t'aperçois que le mec, il a pas d'énergie. Tu dis, il a pas d'énergie, il est malade. Tu vois? Et quand t'es mourant, ou très malade, t'arrives plus à serrer quoi que ce soit. C'est normal. T'es fatigué. Bien sûr, oui. Donc c'est vrai que ça peut se calculer sur le grip. Alors les mecs vont faire à l'envers, je vais travailler le grip pour pas être malade. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas dans l'autre sens. Mais c'est vrai que c'est marrant pour vérifier, tu vois. Mais c'est dire à quel point finalement, cette problématique, elle est centrale parce que il n'y a pas beaucoup d'indicateurs aussi simples et aussi précis qui soient corrélés comme ça à autant de choses. Voilà. Mais il faut faire très attention parce que on n'est pas non plus à la base programmé pour serrer fort, tu vois. On est programmé pour maintenir, par exemple, en isométrie. Ce que j'allais dire. Fort quelque chose. C'est-à-dire qu'on est fait fort. Et il y a maintenir une pression. Admettons 10 secondes ou 3 secondes même. Et il y a serrer fort pendant 30 secondes. Sans mouvement. Moi, je suis capable de maintenir énormément de charge comme ça. Par contre, j'ai aucune pression. Je suis pas fort en pression. Ça me fait penser à des athlètes. C'est complètement différent. Moi, tu me mets sur une barre fixe. Tu l'as rencontré, Kylian Lebouc. Tu me mets sur une barre fixe, tu me charges, je tiens. Ouais. Et ben voilà. Par contre, je suis pas capable de presser très fort. Un judoka. Et il avait pas un pic de force hyper élevé. Ouais, mais il tenait comme moi. Et donc, il se faisait battre par des mecs qui avaient des plus grandes mains et qui étaient finalement pas si forts sur le kumikata. Et par contre, pendant 30 secondes, il te mettait un plateau. Ça bougeait plus. C'est comme moi. 30 secondes.
Ouais. Et donc, c'est vrai que les indicateurs de grippe, souvent, dans la recherche, vous allez trouver des études qui vous prennent des trucs assez simples, avec peu de biais, qui sont faciles à mesurer, donc assez courts. Et ça représente une partie des qualités de saisie d'un individu. Ouais. On pourrait aussi citer l'explosivité dans le grip. C'est-à-dire que tu as un niveau de force que tu vas convoquer très rapidement ou pas rapidement, et les gens ils vont faire un espèce de plateau comme ça très tardif, puis il y en a d'autres, ça monte direct. Et la grippe puissante, ça sert pas à grand chose, à vrai dire. Toi, par exemple, Probablement pas. en bras de fer, ça sert pas. Ouais, je suis en train d'essayer de C'est chercher un bien, c'est bien une contre-exemple, grosse mais j'en ai main pas. pour Dites-nous en mettre le commentaire mec. si vous avez un contre-exemple de grippe explosif qui soit utile. J'ai même l'impression qu'en escalade, ça se construit pas sur le grip, Non. l'explosivité. Donc je pense que les vraies qualités de grip, c'est le maintien. C'est le maintien en fait. C'est le maintien longtemps. Ouais. Même la force max de grip, elle est importante indirectement pour faire des belles barres, parce que c'est le maillon faible qui va sauter à un Ouais, j'ai moment connu donné. beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à tenir leur barre. Alors Ouais. qu'il y a des mecs, je me souviens des types qui maintenaient leur barre en bout de doigt. Et ça tenait à l'aise. Il y a des grands doigts, Poditmi, je me souviens, un grand blond de la plaine, puis il est ukrainien, lui, il est russe, je m'en souviens même plus. Et il faisait 400, c'était un junior. Il tenait ses barres c'était à l'époque, il y a longtemps, il tenait ses barres en bout de doigt. J'étais en double pronation. Et tu regardais ça, tu dis, comment il fait? Tu vois? C'était des très grandes mains et il maintenait ça. Ouais, c'est ça, ouais. Très grande main, du coup la barre apparaît petite. Elle paraît par rapport à petite l'autre. et il maintient ça, c'était impressionnant. Tu Qu'est-ce que vois? tu penses d'ailleurs de tous ces outils d'écarteurs de diamètre de barre, tu vois, les clips que tu mets pour avoir l'impression d'avoir une énorme Gundy, barre. il aime bien, moi, bof. Ah ouais, il aime bien. Ouais, il aime bien les faire. Moi, je peux les mettre sur les triceps, c'est pas mal parce que tu peux enrouler, tu peux ressentir mieux les triceps, t'as une meilleure prise, tu vois. Ouais, c'est sûr que quand tu les mets, par exemple, pour les barres à dips, c'est vrai que c'est plus agréable une barre très large. Ouais, mais du coup, c'est un appui. Mais c'est un appui, ça, c'est ouais. autre chose, tu vois. Mais bon, non, par contre, j'aime travailler les avant-bras et les mains dans tous les sens. Ça donne vraiment de l'aisance après dans le travail de musculation. Dire, t'as plus à te concentrer sur la prise de main, tu peux mieux localiser quand tu fais des biceps en pronation, supination, quand t'as travaillé en pronation ou en semi-pronation, quand t'as travaillé les pronateurs et les rotateurs, tu vois, Ah ça peut être 2 supinateurs. reps en plus sur un Ouais, exercice analytique. Et puis dans la vie de tous les jours, alors plus que la pression qui sert pas grand chose, à vrai dire, par exemple en bras de fer, ça sert pas à grand chose la pression. Les mecs travaillaient ça, mais c'est pas le truc. Ce qui compte vraiment énormément, c'est la flexion et puis la pronation supination. Et la pronation supination, c'est vraiment un truc qui est fondamental dans la vie. Alors il y a plein d'appareils, tu peux faire l'élastique, tu peux le faire avec des espèces de poignées circulaires, tu sais, sur lequel il y a une chaîne t'as fait. une chaîne de vélo, tu vois, que tu vas accrocher en bas et qui tourne autour. Donc tu fais la pronation, la supination, tu fais aussi avec la ceinture de judo, tu vois, que t'enroules et tu fais des flexions en montant comme ça, tu vois, ou l'inverse. Ça, c'est les types de bras de fer qui en met. Et ça, moi, qu'en fait depuis des années, t'as les quilles aussi, c'est encore différent, c'est vraiment bien. Ça apporte énormément dans la vie de tous les jours. Tu vois, saisir une valise, prendre un objet, maintenir un marteau, tenir une poêle. C'est vrai qu'on maintient voilà. Au-delà de la corrélation dont je parlais tout à l'heure, on maintient une auto-perception de force très élevée. Ouais. Quand on est fort en saisie, on se sent fort. On se sent fort. Il y a rien qui t'échappe des mains, tu prends un sac, t'as même plus à penser à la main, tu peux le porter et te concentrer à ce moment-là sur la position, sur le dos droit, en évitant d'arrondir trop, on peut, mais c'est quand même plus risqué. Bon, le grand débat là-dessus. Les hernies étant à 99,9% postérieures ou postéro-latérales, on a réglé la question. L'arrondissement est plus dangereux puisque surtout on connaît pas l'état du disque voilà. Au moment où il va commencer à se lancer dans son projet de dos rond. Voilà, tu peux nous sortir toutes les études devant la réalité de la localisation de la hernie qui est postérieure ou postéro-latérale. En général, c'est postéro-latéral parce qu'il y a un gros ligament derrière qui maintient tout ça. Tu te dis mécaniquement, c'est la pression.
qui va générer la migration vers l'arrière. Hein. Donc, en fait, si toujours une question plus t'arrondis, plus tu risques. C'était juste là, petit passage. Ouais, on avait fait un pour épisode revenir sur assez Terre. sympa, que en audio à ce moment-là, avec un chirurgien et avec ton pote Geek and Fit. Tiens, d'ailleurs, je voudrais te remercier d'être venu et j'ai un cadeau pour toi. Merci. Tiens. Ben, c'est bien. Ouais. Je vais enlever le cadre et on fera des fléchettes dessus. Tiens. C'est bien. C'est très laid. C'était une petite vanne puisque tu me lances la perche. Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est tellement laid, c'est qu'il ne peut que progresser. Voilà. Et on avait fait un épisode. Faut voir le côté positif. Qui était très sympa. Je vous mets le lien. Allez l'écouter parce que du coup, il y a cette vision de jeune coach pro de rond, mais pro, on peut tout faire. Et en face. Qui nous montre Lara de Gant, Lara de Gant, là, le black, qui a une malformation du dos, qui a le dos arrondi, qui nous montre un squat d'un type avec un dos arrondi, on dit regardez, il peut le faire. Non, mais il oublie de dire que ce monsieur a une tringle en métal dans le dos, qui fait qu'il n'a pas de mobilité du dos. J'aurais pas dû le lancer sur Geek and Fit. Et c'est ridicule, je veux dire, c'est ce qu'on appelle l'anti-science. Au-delà de ce débat-là qu'on a eu, donc allez le voir, allez l'écouter. J'ai invité un chirurgien spécialiste du dos pour discuter, débattre de tout ça. Au-delà de ce débat, moi la question que je pose toujours, c'est quel est le rapport risque-bénéfice, quel que soit le camp dans lequel vous vous situez, et du coup pourquoi se mettre parce que là par contre le risque c'est pas de se faire une entorse. Hein. Non, c'est d'être handicapé à vie. Voilà, c'est sans retour. C'est potentiellement d'être handicapé à vie. C'est-à-dire une hernie, on peut en guérir, mais c'est potentiellement, si tu es prédisposé à l'avoir, hein, évidemment, je pense pas que Thor, la montagne, soit prédisposé à avoir une hernie lombaire, même en arrondissant à 200 kilos, mais tu vas pas tenter le diable, en sachant que après tu vas avoir une vie qui va être un peu brisée si tu veux faire du snowboard, du skate comme le tien, porter tes enfants, tu vois, même certaines positions sexuelles, hein, tu vois, porter comme les filles elles aiment bien te soulever maintenant, tu vois, elles disent soulève-moi, ça va pas être possible. Tu resteras à la levrette. Bon, mais on était calme, on était en train de parler du grip, on va revenir gentiment là-dessus. Et effectivement, cette saisie là. Elle est importante parce que on travaille en chaîne. Et on travaille en chaîne du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Ouais. Et c'est pour ça que, en introduction de cet épisode, je te lançais aussi sur les appuis en général. Et là aussi, on voit quand on regarde les gens s'entraîner notamment pieds nus, ou marcher, ou se déplacer pieds nus, enfin, quel que soit l'acte locomoteur qui est consenti en exposant les pieds à la vue du coach, et ben on se rend compte que là, il y a des grandes différences interindividuelles aussi. Ah oui, énormément. J'ai moins travaillé le sujet. À la muscu, on avait moins. Alors, j'ai un peu travaillé au niveau évolution, sur l'évolution de la... Pourtant, on les voit, les pieds sur tes dessins, souvent, ils ont des sandales. Hein. Ouais. Oh, des fois, non, j'en ai fait plein sans sandales. J'avais sur les sandales, excuse-moi, j'ai pas résisté. Oui, des fois, il garde des sandales, et des sandales qui étaient d'une mode dépassée. Même. C'est pour ça que je te dis ça. C'était un gars qui les avait, puis je les avais fait, tiens, parce que c'était le dos qu'on dessinait, donc j'ai pas amusé à lui enlever ses sandales. Bah ouais, heureusement que c'était pas un Allemand, il nous aurait mis des chaussettes en plus. Ouais, bah des fois, je garde des chaussettes fines, tout ça, et à un moment, j'ai même des filles, des vieux dessins, où elles ont l'espèce de guêtre à la mode. Mais d'ailleurs, avec un peu. Où tu les trouvais ces filles là, parce que bah dans les salles, j'avais mes copines qui posaient. C'était mes copines à l'époque. Ah, si vous n'avez pas feuilleté un livre de Delavier et d'écorché, quand même, vous êtes passé à causer de quelque chose parce que là, il y avait vraiment des sacrées nanas. Ah oui, elles sont mignonnes. Et elles étaient pas en sandales pour le coup. Non, mais c'était sympa. C'était pas hyper bodybuildé non plus. C'était les mecs qui font du dessin aimaient bien mes bouquins parce que oui bon les mecs sont hyper bodybuildés, mais si on veut du muscle normal, on regarde les. T'as écorché des gros aussi. Je me rappelle de ce mec qui fait le soulevé de terre. Il est beau ce dessin. Ah oui c'était Tibor Mézaro, c'était un copain. Il était venu à Berck, on l'avait invité avec l'apostole qui est mort, l'apostole papa, qui était un ami. Et c'était la première fois qu'un type un type faisait les 400 kilos. En France, alors Aurélien Lejeune l'a fait aussi. Il l'a refait, ouais. Il l'a refait, mais c'était en France la première fois que tu avais un mec à 400 kilos soulevé de terre. On l'avait fait venir, et puis j'avais fait des belles photos, puis je l'avais écorché, c'est un copain, Tibor. Et Tibor était le premier type à avoir dépassé 400 à l'époque. Hein, c'était avoir battu le record du monde sans ceinture. Tu vois, 400 et quelques. Bon, après, il a mis la ceinture. Bon, il s'est quand même arraché un biceps un jour sur un soulevé de terre, mais c'était un mec qui était... énorme.
en soulevé. Ça fait partie un peu des blessures qui menacent très très régulièrement les forces athlétistes, comme tu parlais du pec. À un moment donné, j'ai presque l'impression que quand tu fais de la compétition à haut niveau, tu te demandes quand est-ce que ça va t'arriver, quoi. Alors ouais, mais pas tous. Il y a des types qui, par exemple moi, je fais comme des bonnes barres. J'ai jamais eu de tension dans les biceps. Je me suis arraché un biceps différemment. J'ai jamais senti aucune tension dans les biceps quand je suis allé soulever terre. J'arrivais à ramollir mon biceps, à ne pas pas le contracter, quoi. Moi, j'en ai jamais eu non plus, mais je suis jamais allé très lourd non plus, tu vois, 200, 210, je suis jamais allé au-delà, quoi. Donc c'est vrai que je me suis peut-être pas exposé à ces zones d'intensité totale où tu commences à vraiment aller au bout du chemin, quoi. Tu t'es fait sur quoi, toi, le biceps? Moi, je me le suis fait sur un pneu qui est tombé. J'étais au régime pour être sec. Et comme un con, j'étais avec Gundil et sur un salon, Gundil arrive, il est plus grand que moi, donc il arrive à remonter le truc plus haut. Moi, je suis plus bas, donc j'arrive pas. Et j'essaie de reprendre le truc, le pneu glisse et bam, et il me tombe sur le biceps. J'essaie de retenir, et puis c'est des gros pneus. Hein. Et là, j'ai le biceps qui remonte. Et il dit ah merde, aïe. Snip. Ah bah oui, j'ai pas eu mal, mais bon. Chirurgie. Bah oui, tout de suite. Hein. Tout de suite, j'y vais. Voilà, je me suis fait arracher. Ok, on a regardé, opéré tout de suite. Bon, aucun séquelles. Ok, c'est ces petits incidents-là qui t'ont motivé à te lancer dans l'écriture du dernier bouquin avec Gundil. Oui, mais j'avais déjà écrit beaucoup d'articles sur les blessures avant cet accident. C'est toujours, je m'étais aperçu que tout le monde se blessait. Ouais, c'est plutôt l'observation des pratiquants autour de toi qui t'a poussé à... Ouais, plus t'en fais, plus tu veux monter, plus t'as des risques de te blesser. Tu vois, l'ego lift, comme ils appellent ça. Ouais. Quand on est jeune, on a beaucoup d'ego lift. Ouais. On veut absolument être plus fort que le voisin. Bon, à l'inverse, là, je l'ai trouvé un peu prudent, ce livre, quand même. Hein, je l'ai trouvé un peu... Je sais pas si c'est toi ou Gundil, mais c'est un peu prudent, quoi. Et Gundil, il fait de la musculation. Attention, descendez pas les marches en excentrique, quoi. Prenez l'ascenseur. C'est un peu... Non, mais il t'explique que tout peut être dangereux. Après, c'est ton choix. Ça dépend des gens aussi. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités à résister à certaines pressions, certaines tensions. Ouais. C'est très variable d'un individu à l'autre. Donc, on a fait un répertoire de toutes les blessures qu'on peut trouver, sachant que ces blessures sont très variables d'un individu, sont très variables. Il y a des sensibilités. Il y a des gens qui sont pas du tout exposés à certaines, et puis d'autres tout particulièrement. Tout particulièrement. C'est évident qu'un type qui a des longs bras, une petite cage thoracique, plus il va forcer au développé couché, plus il augmente ses risques de se blesser. Alors, on va dire non, c'est pas sûr. Bah oui, évidemment, s'il a un collagène d'extrêmement bonne qualité et une souplesse de pec, il pourra étirer de tout son muscle. Il va pas le péter, tu vois. Mais bon, en contrepartie, il sera pas forcément hyper fort non plus, tu vois, parce qu'il faut quand même pour être fort, faut quand même être un peu tendu, tu vois. Et si t'es trop tendu, tu pètes. Si t'es pas assez, t'es moins fort. Donc c'est toujours un juste milieu, tu vois, pour la performance. Donc, faut faire toujours très attention. Alors, toi, tu as toujours été branché quand même approche morphologique, morphotype en fait. Ouais, il n'y a pas vraiment de morphotype. Il y avait Sheldon a fait les morphotypes. Pourquoi je viens de chercher là-dessus? Parce que c'est très très à la mode aujourd'hui les morphotypes. C'est nous qui avons lancé ça. Et pour moi, c'est les premières fois que j'ai lu là-dessus, c'était dans tes bouquins. Ah oui, c'est moi le premier quand je fais du power. C'était il y a 30 ans. Ouais, ah bah oui, voilà. On a lancé tout et puis on est encore les meilleurs. Hein. Les mecs ne font que nous copier. Hein. Et puis des fois, ils nous copient en ayant mal digéré l'explication. Alors c'est peut-être de notre faute, on l'a peut-être pas assez bien expliqué. Tu vois, ou bien ils sont un peu cons des fois. Et c'est pas évident. Mais c'est vrai que, alors Sheldon les mecs critiquent Sheldon, mais Sheldon avait fait ce qu'il pouvait avec les feuillets embryonnaires. C'est pas totalement faux, mais c'est plus adapté à l'européen. Je veux dire, tu vois. Parce qu'il travaillait essentiellement sur des Européens. Ouais. Donc du coup, t'as un vrai biais là-dessus. T'as un biais là-dessus, tu vois. Une grosse différence quand même. T'as une grosse différence. Et en vérité, avec les dernières recherches génétiques, puisqu'on a les séquenceurs, et puis c'est la mode, hein, maintenant. Notre travail qui était mon travail, après le travail de Gundil, qui ont été des travaux qui ont été très décriés comme racistes, racisants, je sais pas comme ils disent, hein, les bien-pensants. Maintenant, c'est la mode.
Tu vois, c'est non, montrer qu'il y a des différences entre individus, entre ethnies, c'est pas essayer de valoriser une ethnie au profit d'une autre, ni de diminuer une ethnie au profit d'une autre. C'est juste dire, il y a des particularités génétiques chez les blacks, chez les blancs, chez les jaunes, tout ce que tu veux, chez les Amérindiens, t'as des particularités globales, hein, c'est tout, et ça ne qui prédispose, souvent liées au climat, hein, à la température, à l'alimentation, au mode de vie, qui prédispose à certaines réussites dans certaines pratiques sportives, qui prédispose, qui permettent. C'est statistique. Tu prends les stats au jeu. Ah oui. Bon, déjà, tu te rends compte que c'est plutôt les pays développés qui gagnent, forcément. Plus de détection, plus de tout ce que tu veux. Détection, mais quand même, parmi les sports, il y a des trucs où on est incapable de gagner, et vice-versa. Quand on est blanc, on est incapable. Quand t'es blanc, t'es incapable. Ouais. Il y a une très mauvaise émission d'Antenne 2, non, de France 2 à regarder, si vous voulez, pour rigoler. Antenne 2, c'est rétro, ça. Non, c'est rétro, ça. Je suis vieux, moi. Je suis un vieux, moi. Un ancien. De France 2, à regarder sur le racisme dans le sport. Et non, c'est pas vrai, les Noirs ne courent pas plus vite. Et alors là, t'as une théorie foireuse. Sauf que, les 80 premiers records au sprint, c'est des blagues, et le 81e, je crois, c'est le mètre. En dessous des 10, pas record, c'est en dessous des, c'est les records, donc en dessous des 10 secondes. Tu vois, t'en as 80 avant lui, et après t'as le mètre. Il est bon, le mètre. Mais c'est des blagues. Hein, on va pas dire que c'est parce que c'est pas génétique, c'est génétique. Les records du monde en course, toutes courses confondues, les records du monde, c'est que des blagues. T'as que 2 blanches. Et ces 2 blanches, à l'époque, des soviétiques, et en Allemagne de l'Est, et puis je sais plus où, et c'est des femmes, et on suppose fortement qu'elles étaient dopées à mort à l'époque, et c'était la politique de l'Europe, des pays surtout socialistes. C'est culturel, mais tout le monde court quand même. Voilà. Tout le monde court. Mais tout le monde court. Dans le monde entier, tout le monde court. Dès la petite école, tout le monde court. Blanc, noir, tout le monde court. Et tout le monde nage, qu'on n'aille pas dire. Alors, par contre, là, je suis moins d'accord, tu vois. Alors, t'as des Africaines qui gagnent des fois. T'as moins de piscines, quand même. Oui, mais t'as la mer. Non, mais je veux dire. T'as moins de piscines. En Amérique, il y a des cultures où t'as peur de l'eau. Il y a des cultures où tu sais que voilà, il y a des esprits dans l'eau, ou j'en sais rien, et du coup, tu nages pas. Chez les afro-descendants qui vivent en Amérique, t'as pas On devrait trouver, je parle pas d'Afrique, mais on devrait trouver des bons nageurs. On devrait trouver des bons nageurs. Mais pour en revenir effectivement, la natation, la natation, effectivement, quand tu mets dans un pays une grande quantité de noirs, une grande quantité de blancs qui ont tous accès aux différentes strates, ou pas tous, mais disons qu'il y a des accès aux différentes strates économiques et donc aux piscines, on devrait à un moment donné avoir un panachage qui se fait des équipes nationales, et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que c'est la natation, c'est le truc caricatural en vérité. Hein. La morphologie des noirs, des longues jambes, hein, c'est des histoires de thermorégulation, d'adaptation à la chaleur. Les mecs, c'est souvent les mecs sont moins gras proportionnellement. Ils ont pas de graisse viscérale. Mais est-ce qu'ils ne font pas piquer tous les talents par d'autres sports? Exemple, en France, le judo prend tout. Dès 4 ans, crac. Donc on a une équipe de France 90% noirs. Est-ce que finalement ces gens-là, si on les avait détectés en natation au préalable et que la natation était meilleure en détection? Non, parce que ils ont déjà. Est-ce que c'est pas le basket aux États-Unis? Non, mais ils ont une moins bonne résistance à la déperdition calorique dans le froid. Ils ont un Kyle et Mich à la natation, ils restent pas. Bah oui, ils sentent même pas et ça les épuise. Ils ont une déperdition calorique parce qu'ils n'ont pas le panicule adipeux des Européens. Mais t'as le super trail où t'as que des blancs aussi. Hein. On rigole, mais t'as que des blancs. Ou des asiatiques, des trucs comme ça. T'as des femmes, c'est là où les femmes battent les hommes aussi parfois, pour des questions génétiques. Hein. Alors on revient sur la natation, les mecs, les Africains, ils ont pas cette réserve de gras viscéral chez les Européens, hein, qui est faite pour passer l'hiver, hein, la mort de la nature. Donc et puis les Européens ont eu à lutter contre le froid. Donc sélection sur l'individu qui ont un panicule adipeux sur la peau, tu vois, qui ont des réserves de gras aussi sur la peau, qui servent à se protéger de la chaleur. Donc c'est pas très bon d'avoir un manteau de gras l'été. Non, mais dans des proportions plus modestes, effectivement, ça. Mais dans l'eau, ça te fait flotter et t'es mieux, tu vois. C'est un peu mieux. Plus des plus gros poumons. Hein, oui, les Européens ont des plus gros poumons, ils ont meilleure flottaison. Et donc ça, tu penses, c'est plus lié à la taille des poumons qu'à la densité musculaire, du coup, parce qu'il y a toujours ce fantasme, tu sais, des fibres rapides, il y aurait plus de fibres rapides. C'est surtout que les Européens sont, même dans leurs muscles, sont persillés, ils ont du gras et tout. C'est pour le froid, tu vois. Et il y a ces gros poumons parce que l'oxygène, on en a besoin, pas pour courir, hein, chez les Européens, parce que l'oxygène, c'est le comburant, hein,
tu sais, c'est le soufflet qui permet dans le feu, avec le carbone, de produire de créer cette réaction chimique, de produire de la chaleur. Donc, tu as besoin d'oxygène pour chauffer le corps avec le gras et avec aussi avec le système de thermorégulation fait sur la contraction musculaire. Donc, tu as des gros muscles pour produire de la chaleur, mais l'oxygène est le comburant de la chaleur, donc de plus gros poumons pour produire de l'oxygène. C'est des systèmes que les Africains n'ont pas. Alors, il y avait des tests que je sais pas, mais moi je m'intéressais à ça depuis que je suis petit, c'est 10, 12 ans, 13 ans, je m'intéressais aux variations, tout ça. J'aimais bien la paléontologie, la science, je m'étais abonné à Pour la Science, American Scientific, je crois. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, tu vois. Là-bas, c'est pour les dinosaures et puis pour les hommes préhistoriques que j'aimais bien. Les hommes à l'époque, les hommes préhistoriques, c'était mon plaisir, c'est de regarder. J'aurais rêvé vivre à cette époque sans profs qui me font chier, tu vois. Vivre de chasse et de cueillette. Vivre de chasse et de cueillette, écraser mes ennemis avec un gourdin, prendre leurs femelles. Revenir aux choses simples. Revenir aux choses simples. Tu vois, c'est terrible, mais c'est ça. C'est Conan qui ne connaît pas ce truc, voir mourir ses ennemis, prendre leurs femmes, prendre leurs femmes. C'est le but. Donc non, j'étais intéressé par ça. Tu voyais les différences. Donc en étudiant, j'avais eu accès aux études de l'US Navy, je crois, en plongée sur les VO2 max, et puis les blacks avaient moins. Et sur les sociétés ou comment ça s'appelle, de plongée, tu vois, ils étudiaient la consommation des bouteilles par rapport aux populations noires, aux blancs. C'était vraiment hyper intéressant, tu vois. Dès que tu vas sur le VO2 max, c'est pareil, c'est pas homogène. Non. Parce qu'on dit noir et blanc là, mais c'est quand même ultra simplifié. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est pas du tout homogène entre des cultures d'endurance et des cultures d'explosivité. Tous les noirs ne sont pas pareils, comme tous les Européens sont pas pareils. Tu prends la Jamaïque et ne serait-ce que déjà géographiquement, si tu prends la Jamaïque et tu prends les Africains de l'Est et les Africains de l'Ouest, c'est deux mondes différents. Et puis tu prends comme on disait, un Russe et un Français, c'est pas du tout les mêmes. Pas du tout la même chose. Un Allemand du Nord et un Italien du Sud, c'est pas la même chose, tu vois. Alors qu'ils sont pas très loin pour le coup. Voilà. Bon, après, il y a des facteurs généraux. Les Africains sont noirs. Ils sont noirs parce que il y a beaucoup de rayonnement. Et il faut pas qu'ils aient des érythèmes et qui crament. Les Indiens aussi. Ouais, et les Indiens sont noirs. On nous fait signe en régie que les Indiens sont noirs aussi. Et les Indiens sont noirs aussi parce qu'ils ont aussi beaucoup de luminosité. Tu vois, c'est pour pas brûler, c'est juste pour pas avoir d'érythème. Et c'est humide, le sud de l'Inde. Puis au nord, ils sont un peu plus pâles, tu vois. Ça varie, tu vois. Et c'est à cause de la luminosité, tu vois. Mais ça n'est qu'un des facteurs. Ça n'est qu'un des facteurs. Tout à l'heure, il y a des phénomènes culturels de pratique. Quand tu as effectivement 1 million de pratiquants sur un sport, t'augmentes tes chances de détecter un talent, voilà, donc c'est aussi une question de pouvoir public et d'installation. D'installation, t'as aussi ça, bien sûr. Ça joue aussi la culture, tu vois. Mais la culture. T'as pas de dojo, tu fais pas de judo. Voilà. C'est tout. Mais dans des pays où il y a pas mal d'Africains, de métis, normalement, ça devrait s'égaliser, tu vois. Parce que la détection, surtout aux États-Unis où la détection sportive, ça rapporte du pognon. Elle tourne à plein régime. Elle tourne à plein régime. Donc, si un black peut rapporter de l'argent, on va le détecter tout de suite. On va le mettre s'il est vraiment bon, on va le mettre. Il part à la NBA direct. Oui, et puis il part dans une université, et puis il y a le logement, le truc, pas parce qu'on l'aime particulièrement, parce que le fait de sortir un champion va te ramener du pognon. Oui. Tu vois. Et donc il a le logement, il a tout. Mais je reste persuadé quand même que ça doit quand même un peu vider les piscines, parce que il y a du fric en NBA qui aura jamais en natation. Ouais, mais les mecs de 2 mètres, ça va pas jouer forcément. T'as vu, t'as une chinoise de 2m20, je sais pas combien, 2m16, je mets un truc plus grande que le type, comment il s'appelle, Kawembe. Ouais, Kawembe. Incroyable. Un truc incroyable. Et alors, le panier est à la hauteur de menton, quoi. Voilà. Par contre, si toi tu es entraîneur, t'as vu, on rigolait, mais le changement d'entraînement, le changement de façon de jouer des joueurs pour pas les casser parce qu'ils valent une fortune, ils ne jouent pas comme avant. Et les entraîneurs, alors moi je dis tout le temps, les entraîneurs, je vois des super entraîneurs maintenant en NBA. En MMA, je vois des mecs qui sont vraiment bons, qui ont compris le truc, tu vois. Et tu vois alors c'est vrai que quand tu regardes le basket à haut niveau, c'est absolument pas amusant à regarder par rapport à il y a 15 ans. Ouais. Les mecs, ils avancent doucement.
Parce qu'ils savent qu'un grand, quand ça tourne, ça peut se péter les chevilles et les genoux. Donc, à 2 mètres, 2 mètres 20, mais, tu vois, entre 2 mètres et 2 mètres 20, ils valent tellement cher qu'on veut les garder longtemps, et comme ils se rapprochent des paniers, lentement, ils courent plus, ils font des grandes enjambées pour pas avoir à tourner rapidement et à se casser les chevilles, parce que vu le prix des mecs, quand tu casses une cheville d'un mec comme je ça, regarde pas trop pas assez le basket pour me rendre compte de l'évolution. Ce qu'on voit quand même, c'est que les méthodes d'entraînement en prépa physique, elles sont magnifiques. Elles ont complètement évolué par rapport à ces gabarits, par rapport à leur prix aussi, parce que du coup, il faut trouver des méthodes qui soient à la fois efficaces et en même temps vraiment pas dangereuses. Bah oui. T'imagines le prix, t'as pas intérêt à casser le mec. Hein. Ah bah non, ouais. T'as plusieurs, t'as des dizaines de millions, tu vois 10 000, je sais pas, ils pèsent combien les mecs, 50 millions, t'as même plus, bah parfois plus, parce qu'en fait c'est à l'échelle en plus de plusieurs saisons, quoi, donc plus tout ce qui rapporte T'as 100 millions de dollars qui viennent de partir d'un coup avec une fracture, avec une rupture de cheville, imaginant les mecs. Alors, si vous avez regardé, vous regardez 15 ans avant, les mecs ils courent même quand ils sont grands, c'est beau à voir, maintenant les mecs, ils font de grandes enjambées, ils marchent. Tu dis mais ça va lentement, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas marrant à voir, on dirait des handicapés. Bah pas vraiment, parce que le but c'est de se rapprocher sans se casser et de marquer. Tu vois, donc ça c'est complètement s'il y a des adapté. spécialistes de basket, vous nous dites ce que vous en pensez en commentaire. Et là c'est un des sports où les femmes même peuvent battre beaucoup d'hommes, parce que les femmes sont faites pour marcher à l'économie, faire des bébés, donc t'as pas intérêt à avoir des gros muscles qui consomment beaucoup, tu vois, puisque tu dois garder ton énergie pour nourrir 2 personnes. Soit il y a un parasite qui pousse dans ton ventre, je rigole, mais c'est un petit homme qui pousse dans ton ventre, bah oui, hein. Et soit tu dois l'allaiter sur tes propres réserves énergétiques, tu vois. Donc elles sont faites pour marcher à l'économie, donc c'est vraiment un type de morphologie, la femme, pour survivre justement à des efforts longs et puis il y a une physiologie inversée, puisque tu stockes plus de graisse au repos, voilà, malheureusement, mais ça consomme aussi plus rapidement des lipides. On passe plus en lipolyse facilement chez les femmes. Ouais. Et donc, du coup, l'effort consenti dans la durée est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace, même chez la black. Hein. C'est très intéressant. Donc, t'as des nanas qui vont gagner des concours de trail et qui vont écraser des mecs. C'est un des rares sports où elles écrasent les mecs, tu vois. Oui, je suis pas surpris qu'il y ait des prédispositions, à l'ultra-endurance et à la survie. Il y avait en 1876, je me souviens plus, il y a un groupe à la survie aussi grâce à ce système de résistance, tu vois. Il y a eu un groupe de colons qui sont perdus dans les montagnes rocheuses. Il y en a un qui est parti d'un côté, puis l'autre qui a voulu prendre un défilé, puis ils sont restés bloqués tout l'hiver avec des températures glacées. Et il y a eu énormément de morts dans ce groupe de colons, et ceux qui ont survécu, hein, c'est majoritairement, on va dire, c'est les femmes, parce qu'elles consomment moins d'énergie, elles ont plus de gras, et elles ont bouffé les hommes. Et les morts non, ils n'ont pas bouffé les hommes, mais ils ont bouffé les chevaux, et puis ils étaient allés même plus loin. C'était des colons, donc ils avaient calculé, parce qu'ils calculaient les rations, ceux qui bouffaient plus de muscles et ceux qui bouffaient plus de graisse. Ceux qui ont bouffé plus de graisse ont plus survécu que ceux qui bouffaient plus de muscles. Tu vois, ils donnaient telle partie, parce que le muscle, ça consomme plus, le muscle d'énergie à être bouffé, tu vois. Alors que le gras, bon, c'est d'énergie, pur et dur, quoi. Donc c'est vraiment, on sait qui meurt, qui survit. Les femmes survivent plus facilement aux privations. C'était les pygmées qui disaient, quand il y avait des gens qui se perdaient en forêt, parce que c'est quand même dur la forêt, quand c'est une femme, elle va tenir plus longtemps. On sait qu'on peut la retrouver vivante au bout d'un mois et demi. L'homme, c'est plus dur, parce qu'ils connaissent pas comment survivre en forêt, où trouver de la nourriture. Il y a des forêts où on trouve plus de nourriture que d'autres, tu vois. Bon, les pygmées, ils connaissent bien, tu vois. Mais quand il y a des blancs qui se perdaient, c'était pas le top. T'as pas de réflexe. T'as pas le réflexe, et une nana tient plus longtemps qu'un mec, tu vois. C'est la grande supériorité des femmes. Écoute, on va voir comment évolue l'ultra trail dans les années qui viennent, si on a plus d'internationales noires qui après t'as des métis qui déboulent. Les métis, c'est toujours t'hérites d'un côté, t'hérites de l'autre. Tu peux être tout noir avec des réserves de graisse, hein. Tu vois, puis des mollets des mollets faits pour rebondir. Le mollet africain, c'est connu, hein. C'est un mollet qui est tout en tendon, hein. Avec peu de muscles. Et des gros avant-bras, peut-être. Non. Si t'es moitié-moitié. Ah oui, ça peut tomber de ce oui, côté-là. Ça peut tomber. C'est des architectes, souvent, mais c'est intéressant. Oui, tu peux éventuellement avoir des gros avant-bras aussi, hein.
Mais c'est vrai que globalement, on a dit, les Africains, ils avaient fait les tests, moins d'avant-bras. Et ça n'empêche qu'il y a des Africains, des afro-descendants qui ont des avant-bras énormes. Il y a toujours un contre-exemple. Mais oui, les mecs sont balèzes. Hein. Quand tu vois les mecs à Olympia, ils ont des bras énormes. Des généralités. C'est des généralités. Le problème, c'est qu'il faut pas dire t'es un noir, t'es comme ça. J'ai dit non, on va revenir. On parle de généralité. Mais c'est vrai qu'à haut niveau, il faut avoir tous les critères sélectionnés pour être le champion. Tu vois, et il y a plus de noirs qui, en sprint par exemple, d'afro-descendants, vont avoir tous ces critères-là. Le maître, il a des grandes jambes, c'est sûrement issu d'une lignée de buveurs de lait, tu vois. Nordique, un peu, il est blond, tu vois. Grand bassin, mais il a quand même des gros mollets, ça va moins bien rebondir. Une lignée de buveurs de lait. Et oui, les grands, c'est des buveurs de lait. En général, les types qui sont grands, les types qui sont grands, style allemand du Nord, les mecs de la Baltique, même les Sudotes. Hein. Regarde Haaland, le footballeur. Haaland, le footballeur, 1m94, tout ça. Et t'as la même chose chez les Peuls, chez les Dinka, chez les pasteurs sahéliens. C'est des mecs qui sont très grands parce que il n'y a pas de contre-sélection des grands qui consomment à leur croissance beaucoup de calcium. Ouais, je comprends ce que tu vois. Donc, étant donné qu'ils boivent beaucoup de lait, bah, ils vont jamais faire de rachitisme de l'adulte, tu vois, pendant leur croissance, ou même de rachitisme de l'enfant, tu vois. Parce qu'un grand a besoin de beaucoup de calcium pour son squelette. Donc, c'est un consommateur de lait, tu vois. Donc, il n'y a pas de contre-sélection du grand. S'il manque de lait, il va faire des carences calciques, avoir des problèmes. Ça va jouer sur le système nerveux, mais ça va jouer aussi sur la solidité des os, fractures, tu vois, quand ils sont défaut de formation pleine croissance, et les mamans, les grandes mamans. Alors, les grandes, elles c'est bien parce qu'elles elles peuvent nourrir avec leur calcium, mais pendant la croissance, ça pose des problèmes. Donc, en cas de carence calcique, c'est terrifiant. Tu vois, donc c'est des lignées entières, les grandes, souvent de buveurs de lait. Elle était très très bonne cette vanne du buveur de lait, je vais la garder. Non, mais attends, sur un ultime à Haaland, j'avais fait une conférence, on y était, je crois que tu étais là aussi, à Nevers. À Nevers, ouais. Nevers, et j'avais rigolé parce que j'avais dit Haaland est un buveur de lait, ça se voit, son physique, et on voit, merde, une semaine après, il fait une pub, il y avait 2 grandes bouteilles de lait, il dit, moi, ma drogue, c'est le lait, puis il fait, hop, il boit tout, c'est normal. C'est comme mon fils, c'est un Allemand du Nord, il boit du lait, il se lève la nuit pour aller se faire son lait, et je veux mon lait, puis quand il voit des saucisses, il jette dessus, c'est un Allemand. Ça vient aussi de la génétique, il y a une génétique d'Allemand, tu vois. Au schnitzel et au... Bah oui, tu leur enlèves, les mecs sont dans la merde. Et puis il y en a d'autres, tu leur files du lait, c'est la diarrhée en permanence, et puis ils sont mal. Tiens, je te lance sur un dernier défi morpho-anatomique. Évolution du sprint. On a eu la fusée Usain Bolt qui a redéfini les critères qu'on avait jusque-là et qui matchent un peu ce que tu décris depuis le début de l'épisode. Hein. Le mec, il a fait une exception. On pensait que ça allait redéfinir complètement le profil type du sprinter. Ça n'est pas arrivé. On est revenu sur des profils brevilignes. Il reste quand même longiligne, les mecs, mais plus court. Ouais, plus court. Plus court. Ça reste des longilignes. Ça reste des longilignes, mais plus court. Plus dense. Voilà. Parce qu'il y a le poids aussi, tu vois. Ouais, ça reste des mecs de 90 kilos, on est d'accord. Mais, on aurait pu se dire qu'ils allaient avoir une demi-tête de plus, et puis, c'est pas ce qui s'est passé. Et puis là, il y a Good Good qui arrive. Good Good, il est énorme. Qui est en train de repousser encore la limite. Le junior, là, j'ai fait une vidéo sur Good Good, justement. Tu vois, et on voit sa morphologie. Le mec, s'il gagne, c'est pas parce qu'il est noir, c'est parce qu'il est adapté à la chaleur. Il a des mollets. Tu en reviens à la... t'as vu, il a des longs tendons, il a des tendons très hauts, des tendons, des jumeaux très courts, très hauts. Il est tout en rebond. Il a des jumeaux très hauts. Très haut. Très très haut. Le mec, il est taillé pour ça. Mais il est gastrocnémien pour les plus jeunes d'entre vous. Il est pas petit. Il mesure combien? Ah non, il est grand. Il est grand. Donc là, pour moi, il va sur le profil d'Usain Bolt. Ouais, mais alors en version en plus assez frêle, parce que Bolt, il paraissait mince à côté il est gamin. À côté d'Asafa Powell ou voilà. Mais en réalité, il était quand même relativement massif en vrai. Oui, mais en vrai, il est massif. Et quand tu les regardes de près, ces mecs-là, ils ont les jambes toutes fines en bas,
Les ischios, ils sont bien, mais très tendineux pour rebondir, parce que c'est les ischios qui prennent côté gazelle, qui prennent les joules dans les joules, qui prennent l'arrêt au sol, et donc ils s'étirent d'un coup pour empêcher que le buste parte en avant. Donc très très tendineux, hein, les mollets très tendineux, les blacks sont très tendineux en bas pour pas monter en chaleur. Hein. Donc des très longs, plus des grandes jambes. T'imagines, c'est c'est intéressant d'analyser tout ça par le prisme du rapport de la thermorégulation. C'est juste la thermorégulation. C'est les mecs qui n'ont pas compris. C'est juste la thermorégulation qui fait que les blacks sont les meilleurs. Et que les blancs ne savent pas sauter. Non, t'as pas la rêve du film. Les blancs ne savent pas sauter. Bah, tu vas nous intégrer l'affiche du film. Les blancs ne savent pas sauter. Moi, je suis un des rares mecs au monde à connaître les fascias, mais vraiment les connaître. Tu vois, c'est pas les chaînes postérieures, les chaînes machin. Ça, c'est du truc de kiné pour faire un livre, le vendre en faisant croire qu'on est intelligent. Bah déjà, t'as fait beaucoup de dissections, toi. J'ai fait la dissection au Beaux-Arts. Voilà. Et puis le fascia, c'est vraiment la seconde partie qui compte autant que le bloc musculaire contractile. C'est vraiment le truc qui va te permettre d'économiser et de récupérer de l'énergie pour repartir. Et ça, les mecs, ils l'étudient pas. Et moi, je l'étudie. Quand j'étudie un australopithèque, je peux te calculer le rapport musculaire tendon par le mouvement articulaire. Moi le premier, c'est très théorique. C'est-à-dire que moi j'ai jamais vu un cadavre disséqué. Ah oui. Donc c'est sûr que j'ai jamais encore moins joué avec. Et les mecs le connaissent pas, ils n'arrivent pas à le voir, ils n'arrivent pas à voir les effets thermorégulation, fascia, récupération énergétique. Faut savoir que c'est pas le but, c'est pas de courir à la base. Première pression sélective, la chaleur. Au nord, au sud, et le froid au nord. C'est la première. Tu vois? Ah, c'est intéressant. Après, t'as la luminosité, après, t'as la nourriture. Mais en premier, tu mets ta porte d'entrée, c'est la thermorégulation. La porte d'entrée, c'est la thermorégulation. On est des mammifères. Hein. On maintient une certaine température pour pouvoir être efficace. À la base, c'était pour aller sortir. Ah ouais, c'était la base. Les mecs l'ont pas vu. Tu sais, il y a la règle de Bergman, Allen et Bergman, au nord, au sud, mais ils ont oublié celle des fascias, de la thermorégulation, c'est-à-dire la taille des fascias en fonction de la température c'est-à-dire que plus tu vas au nord, plus tu as de muscles, moins tu as de tendons pour produire de la chaleur. Ah, c'est intéressant. Pas partout, attention. Alors pas partout, bien sûr, mais quand tu marches bipède, tu es obligé de produire de la chaleur au froid hein, quand tu es au nord. Donc tu es moins performant pour la course, mais tu es plus performant pour marcher et produire de la chaleur et réchauffer ton corps. Bien sûr, si tu chasses assez pour consommer beaucoup. Un néandertalien, ça bouffait énormément, ça trouvait de la nourriture. Hein. En fin d'hiver, peut-être moins, ça tombe un peu en léthargie, hein, une espèce d'hibernation. Les mecs se posaient la question, moi j'ai répondu à ça, tu vois. Baisse de vitamine D au nord, non, je mérite un prix Nobel, moi les mecs. Non, mais c'est vrai, je le dis sérieusement. Mettez-nous en commentaire si vous pensez que Fred Delavier mérite le prix Nobel. Si on a plus de 500 commentaires, il y a des chances qu'on attire l'attention de quelqu'un qui va lui donner. Au nord, ils ont une baisse de la vitamine D, on aurait pu très bien la limiter, cette baisse de la vitamine D. En vérité, à la base, elle est faite pour la vitamine D, ça accélère la croissance osseuse, mais ça fait baisser aussi, c'est une hormone, hein, fait baisser le système immunitaire. Au néolithique, les groupes humains, ils se fréquentent pas, il n'y a pas énormément de bactéries, on s'en passe pas, on est habitué aux ces bactéries, et en hiver, quand tu as une baisse de vitamine D, tu ralentis ta croissance, ça t'évite de passer en autophagie. Tu continues, surtout pour la fin d'hiver, tu vois. Donc c'est un avantage, mais qui devient un inconvénient au nord, quand tu as des mouvements de population qui se déplacent avec des bactéries auxquelles tu n'es pas adapté. Donc, ok, tu consommes moins, maintenant avec les supermarchés, tu deviens énorme, tout ça, on n'a plus les mêmes contraintes. Hein. Je suis en train d'écrire un article là, pour Piero San Giorgio, mais en plus, tu as une baisse du système immunitaire qui fait que tu tombes malade. C'est pour ça qu'on supplémente les vieux à la vitamine D, tu vois, en Europe. Pourtant, on a blanchi, on en sécrète mieux. Plus que les blacks, tu vois, au nord, avec moins de luminosité, on est fait pour ça. Mais on a quand même cette baisse qui était faite pour, en pénurie énergétique, ne pas passer en autophagie. Moi, je me suis réapproprié ce nom, tu vois, c'est cellulaire. On se bouffe plus, une espèce d'hibernation consciente, on dort pas, mais on est un peu ramollo, tu vois, bout du gland, et moins de sexualité aussi. C'est marrant à voir, on reste pas du feu, blottis les uns contre les autres, avec un métabolisme de base
très rabaissé, sans croissance. On prend la croissance au printemps avec ses C'est marrant, vitamines moi, le coin du feu, ça m'a toujours déchaîné. Ah oui, moi aussi. Ah oui, aussi, avec la peau d'ours, c'est ça? Mince, c'est possible de demander votre ami, pas regarder par la fenêtre. Une femme nue, une peau d'ours, une femme nue, une peau d'ours, c'est le feu. C'est le fantasme de l'occidental. Allez, ce sera le mot de la fin. Fred, tu reviens quand tu veux. Merci à tous pour votre fidélité. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. À très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, salut mon ami, et n'oublions pas qu'on a failli écrire un livre ensemble. On a failli écrire un livre ensemble. Putain, ça y est, il sort les dossiers. Et ouais. Non, mais c'est un ami. On a écrit un livre ensemble. On n'a pas failli écrire. On a failli le publier. Ce sera une autre histoire. Allez, à bientôt à tous. Salut.